Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième podcast de l'école BeSafe. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Thiriet. Monsieur Thiriet, donc responsable fraude de la CPM de Loire-Atlantique, qui est aujourd'hui avec nous afin d'échanger sur le sujet de la lutte contre la fraude à la sécurité sociale. Nous avons pour habitude, en début de ce podcast, d'échanger sur l'actualité fraude. Nous allons faire une petite exception aujourd'hui et nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur au sein de BeSafe, à savoir notre gala qui a eu lieu hier. Et on avait la chance justement hier d'accueillir Monsieur Thiriet pour ce gala. Qu'en avez-vous pensé? Comment est-ce que s'est déroulé ce gala? Écoutez, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle soirée, très très bien organisée, très agréable et très intéressante parce que on avait la possibilité d'échanger avec des gens qui sont dans la sphère fraude au sens très large du terme, et ça rendait les échanges très riches et très intéressants. À la fois, on constate des vraies différences dans les sujets qu'on peut traiter, et au fond, beaucoup de points communs également. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié, et je vous remercie encore de cette invitation. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence, et bien entendu, merci, un grand merci même, j'en profite, à Stéphanie pour l'organisation et à l'ensemble des équipes. Alors, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour échanger donc, sur le sujet de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie. En tant que responsable fraude de la CPM, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les typologies de fraude que vous rencontrez, vous, aujourd'hui le plus? Alors, il y en a de nombreuses. Dire celles qu'on rencontre le plus, c'est pas forcément évident à définir de façon précise. De manière générale, ce que je peux dire, c'est qu'on a des fraudes qui vont plutôt être le fait d'assurés sociaux, et d'autres qui vont plutôt être le fait de professionnels de santé ou employeurs. Dans les professionnels de santé, c'est une appellation au sens très large du terme, puisqu'il y a les paramédicaux comme les infirmiers ou les kinés, mais également les transporteurs sanitaires ou taxis, ou les fournisseurs de matériel médical. Donc c'est vraiment professionnel de santé dans cette notion très large. De manière générale, en nombre de fraudes, il y en a plus du fait des assurés. En revanche, dans les enjeux financiers, les fraudes des professionnels sont nettement plus importantes, assez logiquement d'ailleurs. Et des fraudes, on voit vraiment de multiples. Chez les assurés, les principales fraudes, c'est souvent des fausses prescriptions médicales qui peuvent servir à différentes choses. Ça peut être parfois s'ajouter quelques jours à un arrêt de travail parce que ça nous arrange pour X raisons. Ça peut être pour obtenir des médicaments, des fois tout simplement parce que on n'a pas le temps d'aller voir son médecin, on a oublié de faire le renouvellement, on ne sait pas trop comment faire, et puis on va penser régler ça intelligemment en faisant une copie de sa prescription précédente, en la falsifiant un petit peu. Ça peut être aussi parce qu'il y a des problèmes de santé publique de type addiction et autres, mais il y a aussi bien sûr des trafics de médicaments. Donc ça, c'est quand même un pan assez notable des fraudes commises par les assurés. Chez les professionnels de santé, ça peut être assez variable. Ce qu'on cherche à détecter, en tout cas principalement, ça va être les actes fictifs, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui va nous facturer des actes qu'il n'a pas réalisés. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui a un patient qu'il a vu une dizaine de fois. Je vais prendre un exemple avec un infirmier qui soigne un patient et qui le voit une dizaine de fois, mais qui va nous facturer une quinzaine de passages. Ça forcément, ça a un coût important. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, ça va chiffrer tout de suite beaucoup plus et beaucoup plus vite que la fraude d'un assuré qui va éventuellement frauder pour quelques boîtes de médicaments ou autre. D'accord. Alors, vous nous parlez là de fraude
des assurés, de fraude des professionnels de santé. Traite-t-on ces deux fraudes de la même manière? Alors pas exactement, bien sûr, il y a un certain nombre d'investigations qui peuvent différer. De manière générale, la fraude d'un assuré, elle va souvent être un petit peu plus circonscrite. Donc on va avoir des investigations et une logique d'investigation qui est relativement semblable à toute investigation fraude d'ailleurs. En revanche, sur un professionnel de santé, à partir de la découverte d'une suspicion de fraude, ce qu'on va chercher à établir, c'est depuis quand et quelle est son ampleur. Parce qu'il peut y avoir un professionnel de santé qui va avoir émis quelques factures sur des actes non réalisés, mais parfois, dans le cadre du contradictoire, à un moment, on va s'adresser à ce professionnel de santé pour qu'il s'en explique. Et il peut arriver, si c'est quelques faits isolés, que ce soit des erreurs de sa part sur des dates, etc. Et parfois, ça trouve à s'expliquer. Et en revanche, dans le cadre de nos investigations, nous, on va aller requêter, sortir les données de nos bases de données sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et étudier la facturation. Et là, on peut découvrir parfois des très très grosses fraudes avec un professionnel de santé qui a quasi industrialisé sa fraude et qui l'a systématisée. Et là, on change un peu de dimension, bien sûr. Okay. Alors, vous le savez, chez BeSafe, notre objectif principal est de faire de la prévention. Et justement, on va parler de prévention avec vous. Et la question qu'on se pose, c'est quels sont, selon vous, les signes révélateurs d'une fraude que les particuliers devraient savoir? Alors, les signes révélateurs de la fraude, ils peuvent être de différents types, parce que ça va dépendre un petit peu de la fraude dont on parle. Si je reprends l'exemple de la fraude d'un professionnel de santé, le particulier peut éventuellement en trouver des signes dans ses relevés de remboursement. On peut recevoir des relevés encore par courrier de temps en temps, qui sont périodiques, et on peut aller sur son compte Amélie, voir les remboursements que l'on a. Si un professionnel de santé facture à l'assurance maladie des actes qu'il n'a pas réalisés, on va le constater. Et il nous arrive d'avoir des signalements de personnes qui disent « je ne comprends pas, je vois des remboursements pour un infirmier alors que je ne vois pas d'infirmier depuis fort longtemps ». Des choses de ce type peuvent arriver. Donc ça, c'est un premier signe qu'un particulier peut voir. Il y a aussi ce qu'on peut observer aujourd'hui et qui a tendance à se développer un petit peu, des offres clés en main de fraude sur Snapchat, qui consistent en gros à vous proposer un deal qui consiste à donner des éléments de votre identification et de votre compte Amélie notamment à un fraudeur, qui va vous faire ce qu'on appelait par le passé les kits acédiques, etc. Donc il propose en fait une offre clé en main. Il va réaliser la fraude pour votre compte avec un partage au bout. Donc là, forcément, je dirais attention, et on pourra en reparler tout à l'heure. Ce qui existe aussi comme fraude sur lequel il faut faire attention, c'est aujourd'hui des sites qui vont avoir des appellations autour d'arrêt de travail, arrêt maladie, etc. etc. Et ça surfe un peu sur la difficulté qu'on peut avoir des fois à trouver un médecin. On a besoin d'un arrêt de travail parce qu'on est malade, on n'est pas bien. Son médecin traitant n'est pas forcément disponible ni dans la journée, ni éventuellement dans les 2 jours. Enfin, il y a des difficultés parfois à accéder à un médecin. Et on se dit, je vais essayer une téléconsultation. Alors il y a des services de téléconsultation tout à fait classiques et qui fonctionnent. Et il y a des escrocs qui surfent un petit peu là-dessus. Là, le signe qui doit alerter l'assuré, c'est que souvent sur ces sites, déjà, il va n'avoir à aucun moment de face-à-face avec quelqu'un. Sans parler du fait que si il a un face-à-face, il n'est pas garanti d'avoir un professionnel de santé en face de lui, mais sur la plupart du temps, il n'y a même pas de face-à-face. Il va y avoir des menus déroulants, et c'est l'assuré lui-même qui va quelque part choisir un petit peu les éléments qu'il indique, y compris la durée de son arrêt de travail. Il peut sélectionner,
il paye une somme qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas remboursée. Là aussi, attention, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de conséquences. Et ça, c'est un signe de fraude. Si vous passez par ce type de site, que ce n'est pas pris en charge, que ce n'est pas le montant habituel d'une consultation, etc., n'y allez pas. Si vous y allez, vous êtes un peu conscient de ce que vous êtes en train de faire, de mon point de vue. Bien sûr, bien sûr. Et puis, dernière chose, il y a aussi, évidemment, tous les schémas classiques où des escrocs vont essayer d'aller récupérer des données en vous adressant des faux SMS, des mails frauduleux, etc., en se faisant passer pour l'assurance maladie. Là, il y a un certain nombre de signes qui peuvent alerter. En effet, alors ce dont vous nous parlez là, c'est du phishing, de l'hameçonnage en français, en effet, des fraudeurs qui vont vous envoyer des mails, des SMS en vous disant par exemple que votre compte Amélie est compromis et qu'il faut que vous rentriez un certain nombre d'informations pour pouvoir y avoir accès. Que devons-nous faire selon vous lorsque nous recevons ce type de messages, quand nous faisons face au phishing? Alors la première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier l'origine du message et notamment regarder si c'est bien une adresse mail assurance-maladie.fr. À partir du moment où il y a d'autres artifices ou d'autres appellations dans l'adresse mail qui vous adresse ce mail, ça doit vous inciter à la plus grande prudence. Les SMS, c'est pareil, ça ne peut pas être un numéro inconnu. Les numéros de la sécurité sociale, c'est essentiellement le 3646. D'accord. Il peut y avoir quelques rares exceptions, mais globalement, si on a le moindre doute, il ne faut pas ouvrir de pièces jointes, il ne faut cliquer sur aucun lien, ni dans un SMS, ni dans un message. Et ça, c'est valable pour absolument toute la sphère. Vous connaissez ça très bien, que ce soit les fraudes pour récupérer vos données bancaires, pour vous récupérer quelques données, quelques informations que ce soit, ou vous amener sur des faux sites. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, il vaut mieux être prudent, et si on a un doute, on peut appeler le 3646, qui est le numéro d'appel de la sécurité sociale partout en France, et indiquer, voilà, j'ai eu un message, j'ai eu un SMS, est-ce qu'il vient réellement de vous, etc. On peut faire cette démarche-là. Et de manière générale, il faut effectivement ne pas hésiter à signaler toute suspicion de fraude de cette nature. Et bien entendu, pour les signalements, justement pour les particuliers, vous avez le 33 700 qui vous permet de signaler tous les SMS que vous pensez frauduleux afin qu'il puisse y avoir une investigation faite là-dessus. Alors, je voulais parler également avec vous de fraude aux conseillers. Alors, fraude aux conseillers qui est très connue notamment, malheureusement, dans les secteurs bancaires et assurantiels. Est-ce que cette fraude aux conseillers touche également la CPAM et quels sont les conseils, si oui, que vous pourriez donner aux particuliers pour s'en protéger? Alors c'est une fraude qui peut évidemment toucher la CPM et les assurés, et comme à peu près finalement toute la sphère des organismes de sécurité sociale. L'intérêt souvent là ça va être de récupérer des données, mais ça peut également être de vous inciter sous couvert de renouvellement de votre carte vitale ou de paiement d'une prestation qui serait bloquée pour quelque motif que ce soit, à aller donner de l'information. Pour s'en protéger, il faut avoir des réflexes et savoir que globalement, jamais, mais absolument jamais, qui que ce soit de l'assurance maladie ne va vous demander vos références bancaires,
La seule chose qui peut arriver pour valider éventuellement certains échanges, c'est de vous demander la fin de votre RIB, une partie de votre RIB, jamais les références complètes. D'accord. Voilà. Ça peut arriver, on va vous demander de vérifier votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Voilà. Mais en revanche, aucune coordonnée bancaire complète, un numéro fiscal, on ne va jamais vous le demander, et surtout, jamais un identifiant et un mot de passe. Ni l'un ni l'autre, et encore moins les deux ensemble, bien évidemment. Et globalement, je le rappelle un petit peu, je le disais tout à l'heure, mais il ne faut jamais cliquer sur un lien. Il ne faut jamais ouvrir une pièce jointe. La communication, s'il doit y en avoir une de cette nature, ça passera par le compte Amélie. Vous aurez une pièce qui vous sera communiquée, un courrier qui vous sera communiqué dans votre compte Amélie. Et encore une fois, il vaut mieux être un peu plus prudent que pas assez, ne pas hésiter à faire le 3646 et à se renseigner sur la démarche, est-ce qu'elle est bien officielle ou pas. Alors nous le savons, l'assurance maladie entretient des relations avec les secteurs notamment de l'assurance et de la mutuelle. La question que je me pose actuellement, c'est comment est-ce que les fraudes à la CPM peuvent affecter le système de santé en règle générale, mais également les autres assurés? Alors c'est un peu comme tout système, hein. La fraude, ça peut entraîner des coûts directs et indirects. La particularité pour l'assurance maladie, c'est que les fraudes, elles peuvent des fois avoir aussi des conséquences, notamment quand elles sont le fait de professionnels de santé. Elles peuvent avoir des conséquences sur la santé, ou la santé publique, en termes de qualité de soins. Mais de manière générale, le problème majeur que pose la fraude, c'est que ce sont des sommes qui partent vers des fraudeurs, vers des gens à qui ces sommes ne sont normalement pas destinées. Et c'est autant de moyens qui sont perdus pour à la fois financer des actions de prévention, par exemple, mais qui peuvent aussi induire un déséquilibre budgétaire. Et on voit bien, c'est l'actualité criante du moment, la contraction budgétaire et les difficultés qu'a l'État pour équilibrer son budget. Toute la fraude, qu'elle soit dans la sphère sociale, dans la sphère fiscale, sont des sommes qui sont perdues et qui ne sont pas payées correctement par ceux qui devraient les payer ou qui sont récupérés. Dans notre cas, c'est plutôt ça. On va payer des prestations qui ne sont pas dues. Voilà, donc ça a des conséquences d'ordre plutôt général. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu de quelle manière est-ce que les mutuelles et les assurances collaborent avec la CPM afin de prévenir et lutter contre la fraude? Alors la collaboration, elle existe, mais elle est largement perfectible. Elle se développe, il y a une vraie volonté dans les dernières lois de financement de la sécurité sociale, il y a un peu des dispositions qui sont prises pour la renforcer. La collaboration, elle est un peu comme elle existe avec tous les opérateurs principaux qu'on retrouve dans les comités départementaux antifraude. Bien que là, on parle de secteur privé, bien évidemment, mais il peut y avoir des échanges d'informations, mais qui sont ponctuels. Il n'y a pas forcément encore d'organisation extrêmement liée sur de la détection et de la prévention de la fraude. C'est de l'échange d'informations et c'est quelque chose, je pense, qui nécessite encore d'être développé. Alors, nous le savons, l'usurpation d'identité est un réel fléau qui touche pour le coup tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, au sein de BeSafe, nous formons nos étudiants à lutter contre ce type de fraude. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que risque-t-on dans le cas où on se ferait potentiellement usurper notre numéro de sécurité sociale et quelles sont les recommandations que vous pourriez donner aux particuliers afin justement d'éviter cela?
Alors, les risques, ils sont importants, hein. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas se faire usurper son numéro de sécurité sociale en tant que tel, parce qu'il est rattaché vraiment à une seule personne. C'est un numéro unique qui vous suit tout au long de votre vie. Personne ne peut vous le subtiliser, on va dire. En revanche, bien sûr, au même titre que l'usurpation d'identité au sens très général du terme, on peut avoir des gens qui vont récupérer vos données personnelles et éventuellement se faire passer pour vous, y compris auprès de l'assurance maladie. C'est un risque qui existe. Le meilleur moyen de l'éviter et de le prévenir, c'est de faire extrêmement attention à ne pas partager ces données personnelles et à les protéger au maximum, avec tous les réflexes dont on a pu parler tout à l'heure sur toutes les tentatives d'hameçonnage et autres pour récupérer vos données. Mais il y a évidemment les réflexes de changer régulièrement ses mots de passe et d'avoir des mots de passe un peu solides, etc. pour éviter là plutôt le risque d'organisations qui vont chez des différents prestataires, différentes sociétés qui possèdent des données parce que vous avez un compte chez eux et qui pourraient aller les récupérer. Donc plus on a un système personnel avec un mot de passe solide et un mot de passe différent, mieux c'est. Les risques après ils sont multiples. En fonction du niveau de données à laquelle un escroc, un délinquant a accédé vous concernant, il peut éventuellement, par exemple, opérer, en se faisant passer pour vous, le changement de RIB sur votre compte. Et si vous avez des prestations, une rente ou une pension d'invalidité, ou des indemnités journalières parce que vous êtes en arrêt, imaginons que vous alliez faire du sport et que vous êtes en arrêt long pour 2 ou 3 mois, si les indemnités journalières ne vous sont pas versées à vous mais sur le RIB d'un tiers, ça peut vite représenter quand même une somme conséquente. Et puis il peut y avoir aussi, on a des phénomènes où il y a des entreprises qui sont vraiment des coquilles vides, comme on le dit, des entreprises qui n'ont pas une réelle activité, qui transmettent des éléments, donc ils ont dû récupérer quand même un minimum d'éléments d'identité concernant des assurés, et transmettent des faux arrêts de travail sur le principe de la subrogation. La subrogation, c'est lorsque dans une entreprise, si vous êtes en arrêt de travail, votre salaire est garanti par l'entreprise, elle continue de vous verser l'intégralité de votre salaire. Les indemnités journalières, ce n'est qu'un pourcentage, très schématiquement à peu près la moitié. S'il y a subrogation, l'entreprise continue de vous payer, mais par contre, la CPM verse les indemnités journalières à l'entreprise. Donc pour une entreprise fictive, une entreprise qui en fait est une escroquerie, ça peut être intéressant d'aller déclarer des arrêts de travail pour des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Et ça peut être le cas. On a aussi des fraudes avec, par exemple, dans la sphère de l'audioprothèse. Aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui sont totalement fictives et qui essayent de monter des escroqueries et de facturer des appareils et des équipements au nom d'assurés, dont ils ont récupéré un certain nombre de données pour pouvoir le faire. La problématique qui se pose, c'est qu'il ne va pas y avoir de coût direct pour l'assuré, mais l'assurance maladie ne rembourse un équipement d'audioprothèse qu'une fois tous les 4 ans. Si quelqu'un s'est fait passer pour vous pour facturer à l'assurance maladie un tel équipement, et que vous en avez réellement besoin, dans l'année qui suit, dans les 2 ans qui suivent, vous ne pourrez pas vous faire rembourser. Et vous aurez bien du mal, parce qu'il faudra que vous démontriez que ça n'était pas vous, que vous n'étiez même pas au courant, etc. Enfin, voilà, ça va être des complications. Donc, voilà, pour ne citer que quelques risques, mais en fait, les risques sont multiples. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, si votre identité est usurpée et sert, côté assurance maladie, à commettre des escroqueries, ils peuvent s'en servir pour d'autres escroqueries. On est de plus en plus face à des réseaux de délinquants qui sont très structurés et qui vont aller manger à toutes les crèmeries.
Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les étapes à suivre si quelqu'un pense justement avoir été victime d'usurpation de l'identité. Donc par exemple, comme vous en parliez tout à l'heure, que potentiellement son RIB a été changé sur son compte Amélie ou autre, et que par conséquent, son compte Amélie est compromis. Alors, si on constate ce type de fraude, autant que possible, si on a toujours la main sur son compte Amélie, la priorité, c'est d'aller modifier le mot de passe pour, entre guillemets, reprendre la main et puis changer le RIB si c'est possible, pour prendre cet exemple-là. Mais de manière générale, ce qui est important, et c'est valable pour tout type de fraude dont on peut être victime dans ce cadre-là, pas uniquement l'assurance maladie, c'est de noter un maximum les informations et de conserver toutes les preuves possibles. C'est-à-dire que si vous avez éventuellement des captures d'écran, des SMS, des échanges, un numéro de téléphone qui vous a appelé, gardez bien le journal d'appel. Faites des copies d'écran, conservez les mails, notez les dates où il s'est passé quelque chose. Toutes ces informations-là vont pouvoir éventuellement servir à remonter vers le fraudeur ou l'escroc et à démontrer aussi votre bonne foi si nécessaire. Bien sûr, déposer plainte si on a été victime, notamment si ça a généré une perte d'argent. En plus, aujourd'hui, il y a le développement des plaintes en ligne pour ce genre de fait. Donc c'est quand même facilitant. On peut, sur des escroqueries, au sens large, escroqueries par Internet, on peut faire un dépôt de plainte intégralement en ligne. Donc ça, c'est une vraie facilité. C'est pas extrêmement compliqué à faire, on suit les étapes. Et je pense que c'est vraiment indispensable de le faire. Et puis, comme je parlais de mot de passe, c'est globalement, à partir du moment où on a été victime, quel que soit si c'est victime plutôt sur son compte Amélie par exemple, mais si c'est à votre banque, ou quelle que soit l'usurpation d'identité ou l'escroquerie dont on pourrait être victime, le conseil à rappeler, c'est changer tous ses mots de passe, son mot de passe, mais tous ses mots de passe. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est salutaire. Alors, vous en parliez en introduction, il existe des fraudes de la part des professionnels de santé. Alors, pour le coup, on en entend parler de plus en plus, donc peut-être que dans l'imaginaire collectif, il s'en passe de plus en plus. Comment est-ce que vous voyez concrètement cette évolution ? Alors, c'est vrai qu'on en entend plus parler. Je pense qu'on ne peut pas forcément dire qu'il y en ait plus qu'avant ou pas. Ça serait difficile de le démontrer, en tout cas de façon formelle. Une chose est sûre, de mon point de vue, on détecte mieux et de mieux en mieux. Et la Caisse nationale et les caisses primaires partout en France sont vraiment engagés avec un vrai volontarisme et un vrai dynamisme sur la lutte contre la fraude. De plus en plus, on se professionnalise, on s'outille pour mieux lutter et je pense qu'on en détecte plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement observer. Après, je pense qu'il est quand même aussi très important de redire et de rappeler que l'immense majorité des professionnels de santé font un travail remarquable et irréprochable. Ils sont non seulement totalement honnêtes, mais ils sont indispensables. On en manque même plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ça a beaucoup de sens pour nous, dans toutes nos équipes de lutte contre la fraude, de se dire que précisément, c'est pour tous ces professionnels de santé qui sont très méritants et qui font un excellent travail, que notre action vis-à-vis de ceux qui trichent a tout son sens et est important. C'est aussi pour tous ceux qui font bien leur travail que nous, on travaille, justement. Vous en parliez tout à l'heure, les mesures de lutte contre la fraude se durcissent au sein de plusieurs entités étatiques. Vous avez parlé notamment de l'URSSAF. Alors, l'URSSAF que nous connaissons très bien puisque nous avons la chance de travailler avec eux, car nous avons actuellement 2 étudiants en alternance au sein de l'URSSAF. Et la question que je me pose du coup, c'est à quand la collaboration avec la CPAM et à quand les alternants au sein de la CPAM ? Ah, c'est une très bonne question. On a eu l'occasion d'en échanger.
Moi, je l'attends avec impatience. Je n'ai pas de secret à trahir, si ce n'est qu'il y a un travail en cours, en tout cas au sein de la CPM de Loire-Atlantique, par les équipes RH pour pouvoir accueillir des alternants. Et je suis ça de près, parce que moi, je serais ravi de pouvoir accueillir au moins un étudiant ou deux en fonction de votre école. Et je pense que c'est le principe de former des étudiants à la fois d'un point de vue théorique et académique, mais en leur permettant d'avoir une application très concrète des choses et des métiers sur le terrain, ça me paraît vraiment une très très bonne chose. Donc je pense qu'on en reparlera prochainement. Avec très grand plaisir, avec très grand plaisir. Est-ce que vous avez un dernier message à nous faire passer, Monsieur Thiriet? Je pense qu'il y a peut-être deux messages que je souhaiterais faire passer, ou peut-être rappeler d'ailleurs, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le premier, c'est d'être extrêmement possessif et de garder très jalousement ses données personnelles et de faire attention à ne pas les exposer. Voilà. Parce que malheureusement, ça devient de plus en plus sensible et ça permet de plus en plus de fraude. Donc ça, il faut y faire extrêmement attention. Et puis, peut-être inviter les gens qui peuvent constater des fraudes ou simplement des choses qui les surprennent et qui les mettent éventuellement un petit peu dans le doute, de ne pas hésiter à le signaler. Le signalement, ça peut être soit en appelant le 3646, en envoyant un courrier, en se déplaçant dans un accueil d'une caisse primaire. Signaler, c'est extrêmement important parce que, de manière générale, dans la lutte contre la fraude, mais la lutte contre la délinquance, l'information, c'est un peu le nerf de la guerre. Et l'information qu'on peut imaginer être un peu sans importance, elle peut parfois être déterminante et nous permettre de vraiment avancer sur un dossier sur lequel on travaille déjà, mais peut-être il nous manque un petit point d'information, quelque chose qui va nous permettre de débloquer une situation. Et c'est d'autant plus important qu'il ne faut pas avoir de crainte quand on signale quelque chose. Derrière, nous, notre travail, ça va être de lever le doute, d'analyser cette information et de la qualifier. Si c'est de la fraude, vous aurez fait une œuvre utile pour la collectivité. Si ce n'est pas de la fraude, il ne se passera rien, il n'y aura pas de conséquences pour une personne qui n'a rien à se reprocher, et donc vous n'aurez nui à personne. Donc il faut aussi rassurer les gens. En revanche, je fais souvent le parallèle, si vous rentrez de vacances et que vous constatez que vous avez été cambriolé, et que dans les jours qui suivent, vous apprenez qu'un de vos voisins a bien vu des gens sauter votre haie ou sortir de chez vous les bras chargés, mais qui n'a pas trop voulu s'en mêler, qui n'a pas osé, vous allez être un peu contrarié. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil finalement. Si on voit des choses et qu'on ne dit pas, quelque part, c'est pas terrible. Voilà. On peut le comprendre, mais c'est pas terrible. Voilà les messages. Merci beaucoup à vous pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce podcast et à très vite pour le prochain podcast de l'école BeSafe spécialisée en lutte contre la fraude.